Ne dites rien. Une pauvre petite fille a sauvé le fils d'un PDG après avoir découvert un secret choquant. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et tapez le mot amour dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez. Une excellente nouvelle vous attend. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la cour de récréation de l'école primaire de Riverside. C'est là que Mia Chen, âgée de 5 ans, observait les autres enfants, derrière un grillage rouillé. Ses baskets usées tenaient grâce à du ruban adhésif que sa mère avait soigneusement appliqué le matin même. Elle donnait des coups de pied dans les graviers en attendant que sa mère finisse de nettoyer les bureaux de l'école. Les semelles étaient si fines qu'elle sentait chaque caillou sous ses pieds. Mais Mia avait appris à ne pas se plaindre de ce genre de choses. À travers le grillage, elle voyait des voitures de luxe alignées pour la sortie des classes. Des BMW et des Mercedes rutilantes qui brillaient comme des bijoux sous la lumière de l'après-midi. Ces véhicules coûtaient plus que ce que sa famille gagnait en plusieurs années. Ce contraste n'échappait pas à son jeune esprit. Elle avait grandi en comprenant les barrières invisibles qui séparaient de son monde du leur. Maman dit toujours que les riches vivent dans des mondes différents, murmura Mia à son lapin en peluche, M. Patchis. Son œil manquant avait été remplacé par un bouton bleu vif que sa mère avait cousu lors d'une de leurs soirées tranquilles. Le lapin était son compagnon de tous les instants, un cadeau de temps meilleur qui avait survécu à leur déménagement d'appartement en appartement, pendant que sa mère cherchait un travail stable. La cour de récréation bourdonnait des rires d'enfants, dont le plus grand souci était de savoir s'ils auraient de la glace après le dîner. Mia, elle, savait que son propre dîner serait probablement des restes de riz avec les légumes que sa mère pouvait se permettre d'acheter au rabais au marché Chang. Elle n'en voulait pas à ses enfants de leur bonne fortune. Mais elle se demandait parfois ce que ça ferait de courir sans s'inquiéter d'user sa seule paire de chaussures. C'est alors qu'elle le remarqua. Un garçon plus âgé qu'elle était assis seul à l'arrière d'une limousine noire. La voiture semblait s'étirer sur la moitié de la rue. Ses petites mains agrippaient une paire de béquilles en argent qui brillaient d'un éclat coûteux dans la lumière déclinante. Ses cheveux blonds sable étaient parfaitement coiffés, d'une manière qui témoignait de soins professionnels. Et ses vêtements semblaient sortir des pages de magazines sur papier glacé que sa mère regardait parfois à la caisse de l'épicerie. Tout en lui criait la richesse et le privilège. De ses chaussures impeccables à la façon dont il se tenait, avec la posture étudiée de quelqu'un formé à la bonne étiquette. Mais ses yeux verts, visibles même à travers la vitre teintée, portaient la même solitude profonde que Mia reconnaissait dans son propre reflet, dans les moments calmes où elle pensait que personne ne la regardait. C'était le regard d'un enfant qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait vraiment. Le garçon pressa son visage contre la vitre teintée. Sa buée embua le verre alors qu'il regardait les autres enfants jouer. Son expression était si pleine de désir intense que le cœur de Mia se serra. Elle se sentit s'approcher du grillage, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Peut-être cette reconnaissance universelle qui passe entre les âmes seules, peu importe les circonstances qui ont créé leur isolement. Quand leurs yeux se croisèrent à travers les couches de verre et de métal qui séparaient de leur monde, le visage du garçon s'illumina d'une surprise sincère, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le voie vraiment. La transformation fut remarquable. L'espace d'un instant, il ressemblait à n'importe quel autre enfant de 8 ans qui venait de repérer un ami potentiel. Il baissa légèrement la vitre, juste assez pour créer une petite ouverture entre leurs univers séparés. « Salut !» dit-il doucement. Sa voix portait un léger tremblement, suggérant qu'il n'était pas tout à fait sûr que cette interaction soit autorisée. « Salut !» répondit Mia, serrant plus fort M. Patches contre sa poitrine. Le tissu doux du lapin la réconfortait dans ce moment de connexion inattendue. « Je m'appelle Mia. Comment tu t'appelles? »« Tommy », répondit-il, jetant un regard nerveux vers l'avant de la voiture. Un chauffeur au visage sévère était assis, immobile derrière le volant. Ses yeux balayaient de temps en temps le rétroviseur pour surveiller son jeune passager. « Tommy Blackstone. » Ce nom ne disait rien à Mia. Elle n'avait que 5 ans après tout. Le monde des dynasties d'entreprises et des empires commerciaux existait bien au-delà de sa compréhension. Mais elle voyait avec une clarté parfaite que Tommy avait peur de quelque chose. Ses jointures étaient blanches, là où il agrippait ses béquilles. Ses épaules étaient tendues d'une manière qui parlait d'une vigilance constante. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse soudainement
et mettent fin à leur bref moment de connexion. Est-ce que ça va? Demanda Mia, pressant son visage contre le grillage métallique froid. Les mailles de la chaîne laissaient des empreintes temporaires sur sa joue. Quelque chose dans le comportement de Tommy lui rappelait les chats errants de son quartier, toujours prêts à fuir, toujours à l'affût du danger. Tommy commença à répondre. Sa bouche s'ouvrit pour former des mots qui auraient pu combler le fossé entre leurs mondes. Mais le chauffeur se retourna soudainement avec une précision militaire. Sa voix trancha l'air comme une lame. Maître Thomas, les instructions de votre père étaient claires. Ne parlez pas aux étrangers. La vitre remonta immédiatement avec un doux vrombissement mécanique, coupant leur conversation aussi efficacement qu'un rideau tombant à la fin d'une pièce de théâtre. Mais pas avant que Mia ne voie Tommy articuler les mots qui allaient hanter ses rêves. Aide-moi. Ses lèvres bougèrent avec une clarté désespérée, et ses yeux verts contenaient une terreur qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir apportée. Alors que la limousine s'éloignait avec le silence feutré d'une mécanique de luxe, Mia resta figée près du grillage. Ses petites mains agrippaient les mailles si fort que le métal laissa des marques sur ses paumes. Quelque chose n'allait vraiment pas avec ce garçon. Chaque instinct de son jeune esprit le lui disait. La façon dont il se tenait, la peur dans ses yeux, l'appel désespéré à l'aide, tout indiquait une noirceur que l'argent et les privilèges ne pouvaient cacher. Cette nuit-là, Mia était assise dans leur petit appartement, au-dessus du marché du coin de Chang. Elle picorait son dîner de riz et de légumes pendant que sa mère, Lynn, triait les factures sur la table de la cuisine. La pile de papier semblait grandir chaque mois, malgré le travail acharné de Lynn à nettoyer des bureaux et des maisons dans toute la ville. La lumière fluorescente vacillante au-dessus rendait tout pâle et fatigué, projetant des ombres qui dansaient sur le sol en linoléum usé. Leur appartement était minuscule. Juste 2 pièces qui servaient de chambre, de salon et de salle à manger. Avec une salle de bain à peine assez grande pour une personne et une kitchenette composée d'une plaque chauffante, d'un mini-réfrigérateur et d'un évier qui ne donnait que de l'eau froide. Mais Lynn en avait fait un foyer à force de détermination et d'amour. Elle avait accroché des rideaux joyeux qu'elle avait cousus elle-même et rempli leur petit espace de la chaleur d'une dévotion maternelle inconditionnelle. « Maman, » dit Mia prudemment, posant ses baguettes. Elle choisit ses mots avec la précision de quelqu'un qui avait appris très tôt que la mauvaise question pouvait creuser des rides d'inquiétude sur le visage déjà chargé de sa mère. « Est-ce que tu connais la famille Blackstone? » Les baguettes de Lynn s'arrêtèrent à mi-chemin de sa bouche, suspendues dans les airs comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ses yeux sombres, habituellement si chaleureux et encourageants, se remplirent soudain d'une lassitude qui serra le cœur de Mia d'appréhension. « Pourquoi tu demandes ça, ma petite? » « J'ai rencontré un garçon aujourd'hui, Tommy Blackstone. Il avait l'air triste. » Lynn posa ses baguettes avec un soin délibéré et regarda sa fille avec l'expression sérieuse qu'elle réservait à leurs conversations les plus importantes. « Les Blackstone possèdent la moitié de la ville, Mia. L'entreprise de Richard Blackstone emploie des milliers de personnes, y compris beaucoup de gens de notre quartier. Il est très puissant, très riche et très... » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. Pointilleux sur sa vie privée. Mais qu'en est-il de Tommy? L'expression de Lynn devint troublée, comme si elle pesait la quantité de vérité qu'une enfant de 5 ans pouvait supporter. « J'ai entendu des rumeurs, » dit-elle doucement, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure, comme si les murs pouvaient écouter et rapporter à des gens puissants qui pourraient rendre leur vie déjà difficile impossible. Sur le fait que le garçon est différent. Certains disent qu'il n'est pas en bonne santé, que la famille le cache du public. Il y a des chuchotements sur des accidents, des traitements, sur la raison pour laquelle on ne le voit jamais aux événements sociaux où d'autres enfants riches apparaissent. Quel genre de différent? Certains disent qu'il ne peut pas marcher correctement, qu'il a besoin d'un équipement spécial pour se déplacer. D'autres chuchotent à propos de son esprit, suggérant qu'il n'est pas comme les autres. Mais ce ne sont que des chuchotements, Mia. Le genre de ragots qui se répandent parmi les équipes de nettoyage et les employés de service qui entrevoient des vies qu'ils ne sont pas censés voir entièrement. Les affaires des riches ne sont pas nos affaires, et poser trop de questions sur les familles puissantes peut mener à... Elle s'interrompit, mais Mia comprit l'avertissement tacite. Mais Mia ne pouvait pas chasser l'image des yeux verts effrayés de Tommy,
ni la façon dont il avait articulé « Aide-moi » avant de disparaître derrière le verre teinté et l'acier coûteux. Le sommeil vint difficilement cette nuit-là, rempli de rêves de garçons aux cheveux d'or piégés derrière des murs d'argent et de privilèges. 3 jours plus tard, Mia aidait sa mère à livrer des uniformes fraîchement nettoyés à la tour de l'entreprise Blackstone quand elle le revit. Le bâtiment lui-même était un monument à la richesse et au pouvoir, s'élevant à 60 étages dans le ciel de Seattle, comme un doigt de verre et d'acier pointant vers le ciel. Le hall d'entrée seul était plus grand que certains immeubles d'appartements, tout en marbre et en cristal, avec un éclairage subtil qui donnait à tout le monde à l'intérieur un air important et réussi. Cette fois, Tommy était dans le parking souterrain. Il luttait pour sortir de la limousine avec ses béquilles pendant que son père se tenait à proximité, consultant son téléphone avec une impatience évidente. Le parking était une caverne de béton et d'ombre, remplie de véhicules de luxe qui représentaient plus d'argent que la plupart des gens ne verraient de leur vie. Richard Blackstone était exactement ce que Mia s'attendait à voir d'un homme riche et puissant, grand et imposant, dans un costume élégant qui parlait de surmesure et de budgets illimités. Il avait des cheveux argentés qui captaient la lumière crue des néons et des yeux aussi froids que les matins d'hiver dans le nord-ouest du Pacifique. Sa présence semblait remplir l'espace autour de lui, commandant l'attention et le respect par la seule force de sa personnalité et de son pouvoir accumulé. Mais c'est sa voix qui a glacé le sang de Mia, tranchant à travers la caverne de béton avec le fil acéré de l'autorité absolue. Demain, Tommy, demain, tu leur dis tout ce que nous avons répété. Souviens-toi, si tu rates ça, il y aura des conséquences qui iront bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. La petite voix de Tommy était à peine audible, presque avalée par l'écho du parking. « Mais papa, et si je ne veux pas? »« Ce que tu veux n'a pas d'importance, » claqua Richard, sa voix résonnant contre les murs de béton avec la finalité d'un coup de marteau de juge. « Tu vas faire exactement ce que je dis, quand je le dis et comme je le dis. Est-ce que tu me comprends? Ton confort, tes sentiments, tes préoccupations enfantines sont sans importance. Tu existes pour servir les intérêts de la famille, rien de plus. » Mia s'accroupit derrière un pilier de béton, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Ce n'était pas comme ça que les pères étaient censés parler à leurs enfants. Elle le savait avec la certitude qui vient du fait d'avoir été élevée avec amour, même dans la pauvreté. Sa propre mère, malgré leurs difficultés financières et le stress constant de joindre les deux bouts, lui parlait avec chaleur et gentillesse, la traitant comme un cadeau précieux plutôt que comme un inconvénient. Cela semblait dangereux, mauvais à un niveau qui faisait reculer sa jeune âme dans une horreur instinctive. Tommy hocha lentement la tête, des larmes coulant sur son visage en traînées argentées qui captaient la lumière crue. « Oui, papa. »« Bien. Maintenant, arrête de pleurer avant que quelqu'un ne te voie. Les Blackstone ne pleurent pas. Ils ne montrent pas de faiblesse. Et ils n'embarrassent certainement pas le nom de la famille avec des démonstrations publiques d'émotion. Reprends-toi immédiatement. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Mia aperçut des papiers dans la mallette de Richard. Des documents avec des sceaux officiels et des entêtes juridiques qui suggéraient que des affaires sérieuses étaient en cours. Elle ne pouvait pas lire les mots, son éducation de maternelle n'étant pas encore assez avancée pour la terminologie juridique, mais elle comprenait assez pour savoir qu'ils étaient importants. Le genre de papier que les adultes manipulaient avec gravité et préoccupation. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un doux carillon, Mia resta cachée derrière le pilier. Elle traitait ce dont elle avait été témoin avec la clarté qui vient parfois aux enfants qui n'ont pas encore appris à rationaliser leurs instincts. Quoi que Richard Blackstone prépare, cela impliquait de forcer son propre fils à mentir sur quelque chose de grave, quelque chose qui nécessitait des documents juridiques et des procédures officielles. Et demain, quoi qu'il orchestre, cela allait se produire. Le lendemain matin, Mia convainquit sa mère de la laisser aller à l'école seule. Elle prétendit vouloir s'arrêter d'abord à la bibliothèque publique pour regarder des livres d'images. Lynn, déjà en retard pour son service de nettoyage du matin dans l'immeuble médical du centre-ville, accepta avec l'air distrait d'une femme jonglant avec trop de responsabilités et trop peu de sommeil. Reste sur les rues principales, ne parle pas aux étrangers et sois à l'école avant la première cloche. Ordonna Lynn, déposant un doux baiser sur le front de sa fille. Et souviens-toi, si quelqu'un demande pourquoi tu es seul,
Tu es au travail et tu me fais confiance pour être responsable. Mia termina de réciter l'explication qu'elles avaient pratiquée pour des situations comme celle-ci. À 5 ans, elle était déjà plus indépendante que beaucoup d'enfants 2 fois plus âgés. La nécessité lui avait appris des compétences que le privilège retardait souvent chez les autres. Au lieu de se diriger vers la bibliothèque, Mia se positionna de l'autre côté de la rue de la tour de l'entreprise Blackstone. Elle serrait M. Patches et s'installa dans l'embrasure d'une boutique fermée qui offrait à la fois une cachette et une vue dégagée sur l'entrée principale du bâtiment. La matinée était fraîche et claire, avec le genre de soleil de Seattle qui faisait briller la tour de verre comme un phare de pouvoir et d'influence. À 9 heures précises, la limousine noire s'arrêta devant l'entrée principale du bâtiment avec la précision d'une opération militaire. Mia regarda Richard Blackstone sortir le premier, ajustant sa cravate et vérifiant son reflet dans la vitre de la voiture avec la vanité de quelqu'un habitué à être photographié et scruté. Chaque mouvement parlait d'une confiance étudiée et d'un contrôle total sur son environnement. Puis vint Tommy, se déplaçant lentement avec ses béquilles, chaque pas nécessitant clairement effort et concentration. Son visage était pâle et tiré, marqué par le genre d'épuisement qui vient des nuits blanches passées à redouter le matin. Le contraste entre le père et le fils était frappant. Là où Richard se déplaçait avec une confiance agressive, Tommy semblait se recroqueviller sur lui-même, comme s'il espérait devenir assez petit pour échapper à l'attention. Le père et le fils entrèrent ensemble dans le bâtiment, mais Mia remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. Richard garda sa main fermement sur l'épaule de Tommy pendant toute leur marche vers l'entrée. Pas de la manière réconfortante dont sa propre mère pourrait la guider, mais comme s'il le dirigeait, contrôlant ses mouvements avec la pression subtile de la propriété plutôt que de l'amour. Mia savait qu'elle ne pouvait pas les suivre à l'intérieur, au-delà des gardes de sécurité et du bureau d'accueil. Mais elle se souvint de quelque chose que sa mère avait mentionné à propos du bâtiment, ayant un air de jeu pour enfants dans le hall pour les familles des employés. Si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, entrer et observer sans se faire remarquer, 20 minutes plus tard, pendant un moment d'affluence où la sécurité était distraite par une livraison de fournitures de bureau et un flot constant de navetteurs matinaux, Mia se glissa à travers les portes tournantes avec l'assurance de quelqu'un qui avait sa place ici. Elle avait appris très tôt que paraître perdue ou incertaine attirait une attention non désirée, tandis que se déplacer avec détermination faisait supposer aux adultes que vous aviez tout à fait le droit d'être là où vous étiez. Le hall était magnifique et intimidant à parts égales. Tout en marbre et en verre, avec des plafonds vertigineux qui rendaient les humains insignifiants en comparaison. Des lustres en cristal pendaient comme des feux d'artifice gelés au-dessus, et le bureau d'accueil semblait s'étirer sur des kilomètres, tenu par des femmes dont le maquillage et les vêtements suggéraient qu'elles étaient mieux payées pour paraître professionnelles que ce que la plupart des familles gagnaient en des mois. Mais là, nichée dans un coin près de la rangée d'ascenseurs comme une pensée après coup, se trouvait en effet une petite aire de jeu. Elle avait des chaises colorées à la taille des enfants et une étagère remplie de livres d'images qui semblaient chers et rarement touchés. C'était clairement conçu plus pour l'apparence que pour une utilisation réelle, un geste symbolique envers la convivialité familiale dans un bâtiment dédié aux affaires sérieuses d'accumulation de richesses et de pouvoir. Mia s'installa dans un coin avec un livre d'images sur les animaux de la ferme, gardant les yeux sur la rangée d'ascenseurs tout en faisant semblant de lire. Elle n'eut pas à attendre longtemps, et ce dont elle fut témoin serait gravé dans sa mémoire pour toujours. L'ascenseur sonna avec le doux carillon d'une mécanique de luxe, et Richard Blackstone sortit avec 2 hommes en costume qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de sa mère. Ils étaient en pleine conversation, marchant rapidement vers la sortie, avec l'énergie pressante de gens menant des affaires qui ne pouvaient pas attendre. Dès que le garçon fera sa déclaration, la compagnie d'assurance devra payer le montant total, disait l'un des hommes, sa voix portant la confiance de quelqu'un habitué à gagner des batailles juridiques grâce à des ressources supérieures et une stratégie impitoyable. Et si quelqu'un remet en question les dossiers médicaux? Demanda l'autre, une pointe de nervosité dans le ton. Le rire froid de Richard fit frissonner Mia, un son complètement dépourvu de chaleur ou d'humanité. Qui va remettre en question le témoignage d'un enfant de 8 ans sur son propre accident? Surtout un qui peut à peine marcher et qui a le facteur sympathie en sa faveur. Le jury jettera un coup d'œil à ses béquilles
et nous fera un chèque. Ils étaient presque à la porte quand Richard ajouta, sa voix baissant à un ton qui glaça le sang de Mia. De plus, Tommy comprend ce qui arrive aux petits garçons qui ne suivent pas les instructions de leur père. Il a vu de quoi je suis capable quand je suis déçu. Les hommes partirent, leurs chaussures chères claquant contre le sol en marbre, au rythme de l'argent en mouvement. Mais Mia resta figée sur sa chaise, le livre d'images oublié sur ses genoux, alors que toute l'horreur de ce qu'elle avait entendu s'installait dans son jeune esprit. Elle ne comprenait pas tous les mots. Assurance et dossiers médicaux étaient des concepts d'adultes au-delà de son vocabulaire de 5 ans. Mais elle comprenait assez pour savoir que quelque chose de terrible se passait. Tommy était forcé de mentir sur son accident, quelque chose lié à l'argent et à des procédures judiciaires qui rendraient la famille de Blackstone encore plus riche qu'elle ne l'était déjà. Et s'il ne coopérait pas, son père lui ferait du mal d'une manière que l'imagination de Mia, heureusement, ne pouvait pas entièrement comprendre. Un doux carillon de l'ascenseur la fit lever les yeux, son cœur battant à tout rompre avec un mélange d'espoir et de terreur. Tommy sortit seul, se déplaçant lentement avec ses béquilles vers la sortie du bâtiment, chaque pas semblant nécessiter un effort énorme. Son visage était strié de larmes qu'il essayait constamment d'essuyer avec le dos de sa main. Et il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que son père se matérialise et le ramène à l'étage. C'était sa chance, peut-être la seule opportunité qu'elle aurait de l'aider avant que le plan de son père ne se concrétise. Mia abandonna le livre d'images et se dépêcha de suivre Tommy. Ses petites jambes la portèrent à travers l'étendue de marbre, avec la détermination de quelqu'un qui comprenait que des vies pouvaient être changées par de simples moments de courage. Elle le rattrapa juste au moment où il atteignait le trottoir, où le soleil du matin semblait dur et impitoyable, après l'environnement contrôlé de la tour de l'entreprise. « Tommy !» appela-t-elle doucement, essayant de ne pas le surprendre. Il se retourna, ses yeux verts s'écarquillant de surprise, qui se transforma rapidement en quelque chose approchant le soulagement. « Mia, qu'est-ce que tu fais ici? »« J'ai entendu ton papa parler, » dit Mia, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'ils n'étaient pas surveillés par des caméras de sécurité ou les mystérieux adultes qui semblaient contrôler chaque aspect de la vie de Tommy. « Il te force à mentir sur quelque chose, n'est-ce pas? » Le visage de Tommy se plissa comme un sac en papier. Toute prétention de courage l'abandonna face à quelqu'un qui pourrait réellement comprendre sa situation. « Tu ne comprends pas. Si je ne fais pas ce qu'il dit, il va m'envoyer loin pour toujours. Il m'a dit que les mauvais petits garçons qui n'écoutent pas sont envoyés dans des endroits spéciaux où personne ne peut les trouver, où personne ne se souvient même de leur nom. » Le cœur de Mia se brisa pour le petit garçon effrayé qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de l'amour et de la sécurité que chaque enfant méritait de droit de naissance. Le contraste avec sa propre vie était frappant. Elle portait peut-être des vêtements d'occasion et mangeait des repas simples, mais elle ne doutait jamais que sa mère l'aimait inconditionnellement et la protégerait avec une dévotion féroce. « Quel genre de mensonge te fait-il raconter ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui sur une jardinière en béton qui offrait un siège à l'écart du principal trafic piétonnier. Tommy regarda nerveusement autour de lui, sa paranoïa entraînée luttant avec son besoin désespéré de se confier à quelqu'un qui pourrait le croire. Finalement, il se pencha plus près, sa voix baissant à un murmure qui portait à peine au-dessus du bruit de la ville. « À propos de mon accident, il dit que je dois dire aux gens de l'assurance que je suis tombé dans les escaliers de notre ancienne maison parce que les constructeurs les ont mal faits, parce qu'ils n'ont pas respecté les codes de sécurité ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, Mia. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. » Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La voix de Tommy baissa encore plus, à peine audible au-dessus du trafic et du bruit des piétons du centre-ville de Seattle. Il m'a poussé. Mon propre papa m'a poussé dans les escaliers parce que j'ai accidentellement cassé son trophée de golf préféré. J'ai essayé de le dire aux médecins quand je me suis réveillé à l'hôpital, mais personne ne m'a cru. Ils ont dit que j'étais confus à cause de ma blessure à la tête, que les enfants créent souvent de faux souvenirs après un traumatisme. Mia se sentit physiquement malade, son jeune esprit luttant pour traiter l'énormité de ce que Tommy lui disait. Non seulement Richard Blackstone maltraitait son fils, mais il prévoyait maintenant de profiter de cette maltraitance en mentant aux compagnies d'assurance et en volant de l'argent qui ne lui appartenait pas. « Tommy, tu ne peux pas mentir pour lui.
C'est mal et c'est dangereux et ça te rend complice de son vol. Mais si je ne le fais pas, il me fera disparaître. Sanglota Tommy, sa voix se brisant avec le genre de peur qui vient d'une connaissance intime de la capacité de quelqu'un à la cruauté. Et puis qui me croira? Il est riche et puissant, et je ne suis qu'un petit garçon brisé dont personne ne se soucie vraiment. Mia prit la main de Tommy, surprise de voir à quel point elle était froide malgré le chaud soleil du matin. Ses doigts étaient fins et pâles, marqués par le genre de manucure soigné qui parlait de personnel de maison plutôt que de soins parentaux. Tu n'es pas brisé, Tommy. Tu es courageux d'avoir survécu si longtemps, et tu es intelligent de savoir que ce qu'il fait est mal. Et tu n'es plus seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, dit Mia, son esprit de 5 ans travaillant avec la clarté qui vient parfois aux enfants qui n'ont pas encore appris que certains problèmes sont censés être trop grands pour être résolus, que parfois les plus petites personnes peuvent faire les plus grandes choses. Ma maman dit toujours que la vérité est plus forte que l'argent et que le bien est plus fort que le mal, même quand ça n'en a pas l'air. Tommy s'essuya le nez avec sa manche, un geste si normal et enfantin qu'il sembla briser une partie de sa formalité apprise. Mais que pouvons-nous faire? Je suis censé faire ma déclaration cet après-midi à 2 heures. Si je ne me présente pas ou si je dis la vérité au lieu de son mensonge, il saura que je l'ai trahi. Alors nous nous assurerons que les bonnes personnes entendent la vraie vérité avant qu'ils ne puissent te faire plus de mal, dit Mia avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait, son esprit commençant déjà à formuler un plan qui reposait plus sur l'espoir que sur l'expérience. Alors qu'ils étaient assis sur la jardinière en béton, 2 enfants de mondes complètement différents, unis par un terrible secret et une compréhension partagée que faire ce qui est juste exige parfois plus de courage que la plupart des adultes n'en possèdent. Aucun d'eux ne remarqua l'homme avec le téléobjectif qui avait photographié toute leur conversation depuis le café de l'autre côté de la rue. Richard Blackstone était sur le point de découvrir que son fils avait trouvé une alliée et que ses plans soigneusement élaborés risquaient de s'effondrer à cause d'une fillette de 5 ans qui croyait que la vérité était plus puissante que l'argent. La berline noire suivait à une distance prudente alors que Mia et Tommy marchaient lentement dans le centre-ville de Seattle. Les béquilles de Tommy claquaient contre le trottoir à un rythme qui parlait d'une longue pratique et d'une adaptation permanente. Mia avait suggéré d'aller au parc de Pioneer Square, un endroit public où ils pourraient parler en toute sécurité parmi les foules du déjeuner et les musiciens de rue. Mais Tommy était terrifié d'être vu avec elle. Si papa découvre que je parle à quelqu'un de ça, surtout à quelqu'un comme... Tommy s'interrompit, son visage rougissant d'embarras. Quelqu'un de pauvre, termina Mia doucement, sans aucune trace de blessure dans sa voix. Elle avait appris très tôt que reconnaître les différences était souvent moins douloureux que de prétendre qu'elles n'existaient pas. C'est pas grave, je sais que nous sommes différents. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Tommy rapidement, sa voix portant une détresse sincère à l'idée qu'il ait pu la blesser. Je voulais dire quelqu'un de gentil, quelqu'un qui se soucie vraiment de moi en tant que personne au lieu de me voir simplement comme un problème à gérer. Papa n'aime pas quand je parle à des gens gentils. Il dit qu'ils me rendent faible, qu'ils me remplissent la tête d'attentes irréalistes sur la façon dont le monde fonctionne. Ils trouvèrent un banc près de la fontaine du Memorial Park, où le bruit de l'eau qui tombe masquerait leur conversation des oreilles indiscrètes. Le parc était bondé d'employés de bureau en pause déjeuner et de touristes prenant des photos du décor pittoresque, offrant le genre de foule anonyme qui offrait à la fois protection et dissimulation. Tommy posa soigneusement ses béquilles de côté, les arrangeant à portée de main avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui avait appris que des aides à la mobilité laissées négligemment pouvaient devenir des armes entre de mauvaises mains. Il sortit un papier plié de la poche de sa veste, le tissu coûteux de ses vêtements contrastant vivement avec le pull d'occasion et le jean rapiécé de Mia. « C'est ce que je suis censé lire cet après-midi, » dit-il, tendant le document à Mia avec des mains qui tremblaient légèrement. Même si Mia apprenait encore à lire, se frayant un chemin à travers les livres d'images et les phrases simples de sa classe de maternelle, elle pouvait déchiffrer assez de mots pour comprendre le sens de base. La déclaration affirmait que Tommy était tombé dans des escaliers mal construits dans leur maison précédente, subissant des blessures qui nécessitaient un traitement médical approfondi et qui l'affecteraient pour le reste de sa vie,
Elle demandait des millions de dollars en compensation à l'assureur de l'entreprise de construction. Mais tu as dit qu'il t'avait poussé, dit Mia, levant les yeux du papier avec le genre de clarté morale qui n'avait pas encore été obscurcie par les rationalisations et les compromis des adultes. Tommy hocha misérablement la tête, ses yeux verts se remplissant de larmes qu'il essaya de retenir. Nous avons vécu dans l'ancienne maison jusqu'à mes 6 ans. C'était un immense manoir à Bellevue, avec 3 étages et plus de pièces que je ne pouvais en compter. Les escaliers étaient magnifiques, tout en bois poli et avec des rampes en laiton, et je les ai montés et descendus des centaines de fois sans aucun problème. Mais cette nuit-là, sa voix s'éteignit et Mia attendit patiemment, comprenant instinctivement que certaines histoires devaient être racontées à leur propre rythme. Cette nuit-là, je jouais dans le bureau de papa pendant qu'il était en appel professionnel. Je n'étais pas censé être là, mais j'aimais regarder tous ses trophées et ses récompenses. Il y avait ce trophée de golf dont il était particulièrement fier. C'était d'un tournoi où il avait battu beaucoup de gens célèbres. Il était posé sur le bord de son bureau, et quand j'ai tendu la main pour prendre un livre, je l'ai accidentellement fait tomber. Et il s'est brisé en 1 million de morceaux. Le bruit était si fort, comme une explosion. Papa est arrivé en courant, et quand il a vu ce qui s'était passé, Tommy frissonna au souvenir. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Son visage est devenu rouge, et il a commencé à crier que je ruinais tout ce que je touchais, que je n'étais que problème et déception, que ma mère aurait honte de l'enfant que j'étais devenu. Mia sentit ses propres yeux se remplir de larmes face à la cruauté d'utiliser le souvenir d'une mère décédée comme une arme contre un enfant. Alors il s'est mis en colère et t'a poussé. Plus qu'en colère, il a complètement perdu le contrôle. Il m'a attrapé par les épaules et a commencé à me secouer, en m'insultant avec des mots que je ne comprenais même pas à l'époque. Puis il m'a soulevé et la voix de Tommy se brisa complètement. Il m'a jeté dans les escaliers comme si j'étais une ordure. Je me souviens de la sensation de tomber, de me cogner la tête contre les marches en bois, et puis tout est devenu noir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Mes 2 jambes étaient cassées à plusieurs endroits, et le médecin a dit que je ne marcherais peut-être plus jamais normalement. Il y avait aussi des dommages à ma colonne vertébrale, c'est pourquoi j'ai besoin des béquilles. Mais quand j'ai essayé de dire aux médecins et aux infirmières ce qui s'était vraiment passé, papa était juste à côté de mon lit. La voix de Tommy prit la qualité plate et répétée de quelqu'un racontant une histoire qu'il avait été forcé de raconter de nombreuses fois. Il a dit que j'étais confus à cause de la blessure à la tête, que j'avais fait un mauvais rêve pendant que j'étais inconscient. Il a expliqué à tout le monde que j'avais joué seul et que j'étais accidentellement tombé dans les escaliers parce que je courais trop vite et que j'avais perdu l'équilibre. Mais personne n'a trouvé ça suspect. Qui allait remettre en question Richard Blackstone? Il a fait donne de millions à cet hôpital. Il y avait même une aile nommée d'après notre famille. De plus, je n'étais qu'un enfant de 6 ans avec une blessure à la tête. Tout le monde a supposé que les enfants ne pouvaient pas se souvenir avec précision des événements traumatisants. Mia resta silencieuse un long moment, traitant les couches de trahison et d'échec institutionnels qui avaient permis de dissimuler si complètement la maltraitance de Tommy. Mais maintenant, il veut blâmer les constructeurs. Tommy hocha la tête, sortant un autre document qui semblait encore plus officiel que le premier. Il y a 2 ans, ses avocats ont découvert que l'entreprise de construction qui a bâti notre ancienne maison a une couverture d'assurance très complète. Alors papa et son équipe juridique ont concocté toute cette histoire élaborée sur la façon dont les escaliers ont été mal construits, comment ils ne respectaient pas les codes de sécurité, et comment cela a causé mon accident. La compagnie d'assurance est censée payer des millions de dollars s'ils croient que c'était la faute des constructeurs au lieu d'un simple accident. Mia n'avait que 5 ans, mais elle comprenait que c'était du vol. Voler avec des mensonges, ce que sa mère lui avait appris à être l'un des pires types de mal, car cela blessait plusieurs personnes et corrompait la vérité elle-même. Tommy, tu ne peux pas l'aider à voler cet argent, et tu ne peux certainement pas le laisser continuer à te faire du mal ou à te menacer. Mais où puis-je aller? Qui croirait un enfant de 8 ans contre Richard Blackstone? Il a des avocats et des amis dans sa police et des juges qui lui doivent des faveurs. Si j'essaie de dire la vérité, il dira simplement que je suis confus ou que je mens pour attirer l'attention.
Mia réfléchit intensément, se souvenant des conversations qu'elle avait surprises entre sa mère et les autres femmes de ménage qui travaillaient dans les immeubles de bureaux et les quartiers riches de la ville. Et ta maman, où est-elle? Ne te protégerait-elle pas si elle savait? Le visage de Tommy devint encore plus triste si une telle chose était possible. Elle est morte quand j'avais 7 ans, environ 1 an après mon accident. Le médecin a dit que c'était un cancer, mais c'est arrivé si vite. Un jour, elle allait bien, le lendemain, elle était à l'hôpital, et puis elle est partie. Après ça, papa est devenu complètement différent, plus méchant, plus violent. Le personnel disait que perdre maman avait brisé quelque chose en lui qui était déjà fissuré. Et le personnel, ne voit-il pas ce qu'il te fait? Les femmes de ménage, les chauffeurs, les gardes du corps, les assistants personnels, ils travaillent tous pour lui. Alors ils doivent faire ce qu'il dit ou ils perdent leur emploi. Et papa les paye très bien pour qu'ils se taisent sur les affaires de famille. En plus, il fait attention à quand et où il me fait du mal. Il s'assure qu'il n'y a jamais de témoins. Mia se leva brusquement, faisant les 100 pas devant le banc avec le genre d'énergie agitée qui vient d'un esprit travaillant furieusement pour résoudre un problème impossible. D'accord, donc on ne peut pas faire confiance aux gens qui travaillent pour lui et on ne peut pas faire confiance à ses amis dans les hautes sphères. Mais qu'en est-il des autres gens? Qu'en est-il des policiers ou des médecins qui ne lui doivent rien? Il a des relations partout, Maya. Les riches se protègent les uns les autres, surtout quand l'un d'eux est aussi puissant que papa. Ils ont tous des secrets qu'ils veulent garder cachés. Tommy regarda sa montre, une Rolex en or coûteuse qui semblait trop lourde pour son petit poignet et trop sophistiquée pour un enfant de 8 ans. Je dois être de retour au bureau dans 2 heures. Si je suis en retard ou si je ne lis pas exactement ce qui est écrit sur ce papier, il saura que quelque chose ne va pas. On trouvera une solution, dit Mia fermement, bien que sa confiance soit en grande partie une comédie destinée à empêcher Tommy de sombrer dans le désespoir total. Mais d'abord, je dois te poser une question importante. As-tu une preuve qu'il t'a poussé? Quelque chose qui montre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Tommy réfléchit un moment, son visage passant par l'espoir et la déception, alors qu'il considérait et rejetait diverses possibilités. Puis ses yeux s'écarquillèrent avec une prise de conscience soudaine. Les caméras de sécurité. Notre ancienne maison avait des caméras partout parce que papa s'inquiétait toujours de l'espionnage industriel et des gens qui essayaient de voler des secrets d'affaires ou de kidnapper des membres de la famille pour une rançon. Où sont ces enregistrements maintenant? Probablement détruits, mais attends. Le visage de Tommy s'illumina du premier véritable espoir que Mia avait vu en lui. Marcus, notre ancien garde de sécurité, Marcus Thompson, c'était la personne la plus gentille de toute cette maison. Il m'apportait toujours des bonbons et des bandes dessinées et me laissait m'asseoir avec lui dans le bureau de sécurité pour regarder les moniteurs quand je m'ennuyais. Qu'est-il devenu? Papa l'a renvoyé le lendemain de mon accident, a dit qu'il ne faisait pas son travail correctement, que la sécurité n'avait pas réussi à empêcher l'incident. Mais Marcus disait toujours qu'il gardait des sauvegardes personnelles de tout parce que les riches aiment blâmer les gardes de sécurité quand les choses tournent mal, même quand ce n'est pas de leur faute. Penses-tu que Marcus pourrait avoir gardé des copies des enregistrements de cette nuit-là? Peut-être. Il parlait toujours de se protéger, de s'assurer d'avoir des preuves si quelqu'un essayait de le faire passer pour un bouc émissaire. Et il tenait vraiment à moi. Je pense qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec mon accident, même s'il ne pouvait pas le prouver à l'époque. Pour la première fois depuis leur rencontre, Tommy semblait véritablement plein d'espoir, comme si la possibilité de justice pouvait réellement exister quelque part au-delà de la sphère d'influence de son père. Mais alors qu'ils faisaient des plans, leurs voix basses et urgentes discutant de la manière de contacter Marcus sans alerter Richard de leurs activités, aucun des deux enfants ne remarqua l'homme avec le téléphone appareil photo qui avait enregistré toutes leurs conversations de derrière le kiosque à journaux à 30 pieds de là. Les photographies qu'il avait prises seraient entre les mains de Richard Blackstone dans l'heure, ainsi qu'un rapport détaillé de tout ce que les enfants avaient discuté. Et Richard Blackstone n'était pas un homme qui tolérait des défis à son autorité, surtout de la part de son propre fils, et d'une petite fille du mauvais côté de la ville qui n'avait aucune idée à quel point il était dangereux d'interférer avec les plans des hommes puissants. Le jeu était sur le point de changer et les enjeux allaient devenir plus élevés
que ce que l'un ou l'autre des enfants pouvait imaginer. Moins d'une heure après leur conversation au Memorial Park, Richard Blackstone était assis dans son bureau de direction au 60e étage de la tour de l'entreprise Blackstone. Il étudiait des photographies haute définition qui avaient été livrées par son équipe de sécurité privée. Son visage resta parfaitement composé alors qu'il examinait les images de son fils, parlant intimement avec une petite fille asiatique, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, dans une conspiration évidente. Monsieur, son chef de la sécurité, Vincent Cole, se tenait au garde-à-vous à côté du bureau massif en acajou. L'équipe de surveillance les a suivis depuis le bâtiment. La fille est Mia Chen, âgée de 5 ans, fille de Lin Chen, qui travaille pour les services de nettoyage Citywide. Ils nettoient notre bâtiment 2 fois par semaine. Les doigts de Richard tambourinèrent silencieusement sur la surface du bureau, un geste que ses employés avaient appris à reconnaître comme un signe de fureur soigneusement contrôlé. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Le premier contact a eu lieu il y a 3 jours à l'école primaire de Riverside. La fille Chen a approché Maître Thomas alors qu'il attendait dans le véhicule. Peterson a immédiatement interrompu l'interaction, mais clairement pas assez tôt. Les photographies montraient Tommy et Mia en pleine conversation. L'état émotionnel de Tommy était clairement visible même sur des images fixes. Richard pouvait voir les larmes de son fils, la façon dont il se penchait vers la fille comme pour chercher du réconfort, la confiance évidente qui s'était développée entre eux en un temps incroyablement court. De quoi ont-ils discuté aujourd'hui? Vincent consulta sa tablette, lisant le rapport de surveillance avec une précision militaire. L'audio était difficile à capturer à cause du bruit de la fontaine, mais nous avons des fragments. Les sujets ont discuté des antécédents médicaux de Maître Thomas, de la déposition à venir pour l'assurance et apparemment de quelqu'un nommé Marcus Thompson, ancien personnel de sécurité. L'expression de Richard s'assombrit à la mention de Marcus. Il avait renvoyé le garde de sécurité spécifiquement parce que l'homme avait posé trop de questions sur l'accident de Tommy, montrant un niveau de préoccupation inapproprié pour un simple employé. Si Marcus avait en effet conservé des images de sécurité comme assurance contre un litige potentiel. Monsieur, il y a plus. La fille Chen semble encourager Maître Thomas à dévier du témoignage prévu. Notre lecteur labial confirme qu'elle a utilisé des phrases comme « Tu ne peux pas mentir pour lui » et « C'est mal et dangereux ». Richard se leva et se dirigea vers les fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Seattle. 60 étages plus bas, des gens ordinaires vaquaient à leur vie insignifiante, ignorant que leur avenir économique dépendait souvent de décisions prises dans des pièces comme celle-ci. Il avait bâti son empire en comprenant que le pouvoir signifiait le contrôle de l'information, le contrôle des récits et surtout, le contrôle des gens. La déposition de Tommy est prévue pour 2 heures, dit Richard doucement, sa voix portant la certitude calme de quelqu'un habitué à ce que sa volonté soit mise en œuvre sans question. Cela nous donne 3 heures pour régler la complication. Quelles sont vos instructions, monsieur? Richard se retourna pour faire face à Vincent, son expression ne révélant rien des calculs qui se déroulaient derrière ses yeux bleus et froids. Premièrement, je veux des dossiers complets sur Lin Chen et sa fille, antécédents professionnels, situation financière, statut d'immigration si applicable, toutes les vulnérabilités que nous pouvons exploiter. Deuxièmement, localiser Marcus Thompson immédiatement. Je veux savoir où il vit, où il travaille, avec qui il s'associe. Et les enfants? Ils seront séparés de façon permanente. Tommy doit comprendre que son amitié temporaire était un luxe qu'il ne peut plus se permettre. Richard retourna à son bureau et ouvrit un tiroir verrouillé en sortant un document qui avait été préparé des mois auparavant, mais jamais utilisé. Faites préparer par le service juridique les papiers de licenciement pour Lin Chen avec effet immédiat. Les services de nettoyage Citywide seront informés que ces services ne sont plus requis en raison de préoccupations de sécurité. Vincent hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Cela devrait supprimer l'accès de la fille au bâtiment et d'éliminer les opportunités de contact. C'est un début, mais la loyauté de Tommy semble avoir été compromise plus profondément que je ne l'avais prévu. Il aura besoin d'une motivation plus directe pour assurer sa conformité. L'interphone sur le bureau de Richard bourdonna doucement. « Monsieur Blackstone, Maître Thomas est de retour de déjeuner. Dois-je le faire monter? » « Oui, immédiatement. »
Alors que Vincent partait pour mettre en œuvre ses instructions, Richard se prépara à une conversation qui déterminerait si son fils comprenait la vraie nature du pouvoir et des conséquences. Le règlement de l'assurance représentait plus que de l'argent. C'était la preuve de sa capacité à remodeler la réalité selon sa volonté, à transformer sa propre violence criminelle en la responsabilité légale de quelqu'un d'autre. 10 minutes plus tard, Tommy entra dans le bureau, ses béquilles claquant contre le sol en marbre poli. Le visage du garçon montrait encore des traces d'espoir de sa conversation avec Mia, une expression que Richard trouvait à la fois pathétique et exaspérante. « Assieds-toi », ordonna Richard, désignant la chaise positionnée directement en face de son bureau. Tommy obéit, posant ses béquilles de côté avec une efficacité pratique. « Papa, je sais pour ta nouvelle amie, » interrompit Richard, sa voix tranchant l'air comme une lame. Je sais pour votre conversation dans le parc, votre discussion sur les affaires privées de notre famille et votre apparente volonté de trahir tout ce que je t'ai appris sur la loyauté et la discrétion. Le visage de Tommy devint blanc, l'espoir s'écoulant comme de l'eau d'un récipient brisé. Je ne lui ai rien dit qui. Tu lui as tout dit. Richard se pencha en avant, sa présence semblant remplir l'espace entre eux. Vous avez discuté de ton accident, de mes instructions concernant ton témoignage, et tu as même mentionné Marcus Thompson. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Comment as-tu? Parce que je possède cette ville, Tommy. J'ai des yeux et des oreilles partout, et rien ne se passe que je ne sache pas en quelques heures. Ta petite amie et sa mère sont déjà en train d'être prises en charge. La terreur inonda les yeux verts de Tommy. Que veux-tu dire, prises en charge? Lynn Chen a été licenciée de son emploi avec effet immédiat. Elle aura beaucoup de mal à trouver un nouveau travail une fois que la rumeur se répandra sur le comportement inapproprié de sa fille envers la famille Blackstone. Quant à Mia elle-même, Richard laissa la menace planer dans l'air, regardant le visage de son fils passé par l'horreur et le désespoir. « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, » murmura Tommy. « Elle essayait juste de m'aider. Elle ne comprend pas. Elle comprend assez pour interférer avec mes affaires. Et tu comprends assez pour savoir que les actions ont des conséquences. » Richard ouvrit un autre tiroir et sortit une petite tablette numérique, la posant sur le bureau où Tommy pouvait voir l'écran. « Ta déposition commence dans 90 minutes. Tu liras la déclaration exactement comme elle est écrite, sans déviation ni hésitation. Tu convaincras les enquêteurs de l'assurance que la négligence de l'entreprise de construction a causé tes blessures. Et si je ne le fais pas, » Richard toucha l'écran de la tablette, affichant un flux vidéo en direct, qui fit halter Tommy de reconnaissance. La caméra montrait Lynn Chen, escortée hors du bâtiment Blackstone par des gardes de sécurité, les bras chargés d'effets personnels et de produits de nettoyage. Même sous cet angle maladroit, sa confusion et sa détresse étaient clairement visibles. « La mère de ton ami a perdu son emploi à cause de ton indiscrétion, mais le licenciement n'est que le début de ce que je peux faire aux gens qui me contrarient. » La voix de Richard baissa à peine au-dessus d'un murmure. Lynn Chen est une immigrante, Tommy. Son statut légal dépend du maintien d'un emploi stable et de l'absence de problèmes avec les autorités. Un appel de ma part au bon bureau gouvernemental et elle et sa fille pourraient se retrouver dans un avion pour la Chine en moins de 48 heures. Les mains de Tommy agrippèrent les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures devinrent blanches. « Tu ne peux pas faire ça. Elles n'ont rien fait de mal. Je peux faire tout ce que je veux parce que j'ai le pouvoir et les ressources pour remodeler la réalité selon mes besoins. » Le visa de travail de Lynn Chen peut être révoqué pour violation de la sécurité. Mia peut être signalée au service de protection de l'enfance comme une mineure non surveillée errant de manière inappropriée dans les zones du centre-ville. Il y a une douzaine de façons de détruire leur vie légalement et complètement. Mais elles sont innocentes. L'innocence est un luxe qui n'existe que lorsque les gens puissants le permettent. Richard se pencha en arrière dans sa chaise, satisfait que son message soit clairement reçu. « Tu as un choix, Tommy. Tu peux coopérer avec mes plans, lire ta déclaration de manière convaincante et aider notre famille à percevoir la compensation que nous méritons. Ou tu peux continuer ta rébellion et regarder chaque personne qui t'a montré de la gentillesse payer le prix de ton égoïsme. » Tommy resta assis dans un silence stupéfait, la pleine mesure de la cruauté de son père devenant enfin claire. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de fraude à l'assurance. Il s'agissait de contrôle absolu,
de s'assurer que même son propre fils comprenait la futilité de la résistance. J'ai besoin de ta réponse maintenant, continua Richard. Rempliras-tu tes obligations familiales ou me forceras-tu à démontrer exactement combien de dégâts je peux causer à des innocents? À travers les fenêtres allant du sol au plafond, Tommy pouvait voir la ville s'étendre en dessous. Des millions de personnes vivant leur vie dans l'ignorance de la cruauté désinvolte, planifiée dans les salles de conseil d'administration. Quelque part là-bas, Mia se demandait probablement si elle l'avait aidé ou si elle avait tout empiré. « Je le ferai », murmura Tommy, sa voix à peine audible. « Pardon, je ne t'ai pas bien entendu. »« Je lirai la déclaration », dit Tommy plus fort, chaque mot sonnant comme un clou dans son propre cercueil. « Je leur dirai que les constructeurs ont causé mon accident. » Richard sourit avec une satisfaction sincère. « Excellent. Vincent t'escortera au service juridique pour la préparation finale. Souviens-toi, Tommy, c'est à ça que ressemble la loyauté familiale. C'est comme ça que les Blackstone protègent leurs intérêts. » Alors que Tommy luttait pour se lever et atteindre ses béquilles, Richard ajouta une dernière instruction. « Et si tu envisages un changement d'avis de dernière minute, souviens-toi que je regarderai. Toute déviation du script, toute tentative de contacter ta petite amie ou sa mère, et les conséquences seront immédiates et permanentes. » Tommy hocha la tête sans parler et se dirigea vers la porte, chaque pas sur ses béquilles résonnant comme des coups de feu dans le bureau tapissé de marbre. Derrière lui, Richard passait déjà des appels téléphoniques pour s'assurer que chaque aspect de son plan se déroule sans interférence. Mais ni le père ni le fils ne savaient que Marcus Thompson surveillait le bâtiment Blackstone depuis des semaines, attendant exactement ce genre d'opportunité. Et dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Mia Chen était sur le point de découvrir que parfois les alliés les plus puissants viennent des endroits les plus inattendus. 2 heures avant la déposition prévue de Tommy, Marcus Thompson était assis dans son modeste appartement du quartier de Georgetown. Il étudiait des images de sécurité sur un écran d'ordinateur qui lui avait coûté 3 mois de salaire de son nouveau travail de gardien de nuit dans un complexe d'entrepôt. Les images dataient d'il y a 2 ans, mais elles restaient aussi claires et accablantes que le jour où il les avait copiées du système de sécurité du domaine Blackstone. Marcus était un ancien marine de 45 ans dont le visage buriné et les mains calleuses témoignaient d'années passées à protéger les biens et les secrets d'autrui. Après avoir perdu son poste au domaine Blackstone, il avait eu du mal à trouver un emploi comparable. Son licenciement d'un poste aussi prestigieux soulevant des questions que les employeurs potentiels préféraient ne pas approfondir. Mais il n'avait jamais oublié Tommy Blackstone, le gentil petit garçon qui avait passé d'innombrables heures dans le bureau de sécurité à poser des questions sur les moniteurs et à partager des histoires sur ses jouets et ses livres. Marcus avait vu cet enfant se transformer d'un bambin heureux et curieux en une victime effrayée et renfermée de maltraitance systématique. Les images de sécurité montraient tout. Richard Blackstone entrant dans son bureau à 22h47, clairement en état d'ébriété d'après ses mouvements instables et son langage corporel agressif. Tommy le suivant 20 minutes plus tard, attiré par la curiosité de la pièce qui lui était normalement interdite. Le trophée brisé éparpillé en morceaux sur le tapis coûteux. La réaction explosive de Richard, attrapant son fils de 6 ans et le secouant violemment avant de jeter le petit corps dans les escaliers avec une force dévastatrice. Marcus avait fait des copies de ces images le lendemain de l'accident, un instinct l'avertissant que Richard essaierait éventuellement de détruire les preuves de son crime. Lorsqu'il avait été renvoyé et escorté de la propriété par la sécurité privée, les disques de sauvegarde avaient été cachés dans ses effets personnels, une assurance contre le jour où il pourrait avoir besoin de se protéger de fausses accusations. Il avait essayé de signaler ce dont il avait été témoin aux autorités il y a 2 ans, mais les relations de Richard avaient fait en sorte que ces allégations soient rejetées comme les accusations amères d'un ancien employé mécontent. Les enquêteurs de la police qui devaient leur promotion au don de la famille Blackstone avaient jugé ces preuves non concluantes et l'avaient mis en garde contre les fausses accusations envers des citoyens éminents. Son téléphone sonna, affichant un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Thompson à l'appareil. « Monsieur Thompson, c'est Mia Chen. Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous parler de Tommy Blackstone. » Marcus se redressa, son entraînement militaire le poussant à scanner automatiquement son appartement à la recherche de dispositifs de surveillance potentiels. « Comment as-tu eu ce numéro, gamine? »
Je vous ai cherché dans l'annuaire à la bibliothèque. Il y avait 3 Marcus Thompson, mais vous étiez le seul qui vivait assez près du bâtiment Blackstone pour le surveiller parfois. L'observation démontrait un niveau de réflexion stratégique qui impressionna Marcus, malgré sa prudence. Qu'est-ce qui te fait penser que je surveille le bâtiment? Parce que vous vous souciez de Tommy et les gens qui se soucient des autres gardent un œil sur les personnes qui les inquiètent. Voulez-vous me rencontrer? Je pense que je peux l'aider. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît la vérité. Marcus hésita, pesant les risques de s'impliquer contre l'obligation morale qu'il portait depuis 2 ans. D'où appelles-tu? De la cabine téléphonique du marché Chang sur Beacon Hill. Ma maman vient de perdre son travail parce que le papa de Tommy a découvert que nous étions amis. Mais je pense que Tommy a des ennuis aujourd'hui. Des ennuis pires qu'avant. L'urgence dans la voix de l'enfant convainquit Marcus que quoi qu'il se passe, cela atteignait un point critique. Reste où tu es. J'arrive dans 20 minutes. Marcus rassembla les images de sécurité, les documents imprimés et les autres preuves qu'il avait compilées au fil des ans, plaçant tout dans une mallette qui avait autrefois contenu ses décorations du corps des Marines. S'il allait affronter Richard Blackstone, il devait être préparé à une guerre totale. 25 minutes plus tard, il trouva Mia qui l'attendait devant le marché Chang, serrant un lapin en peluche et observant chaque voiture qui passait avec l'hypervigilance de quelqu'un qui avait appris que le danger pouvait arriver sans prévenir. Malgré sa peur évidente, elle s'approcha de son camion d'un pas déterminé. « Vous êtes Marcus. » « Marcus, » dit-elle avec certitude sans prendre la peine de poser de questions. « Et tu es la gamine qui a parlé à Tommy. Monte, on doit aller quelque part de privé. » Marcus conduisit jusqu'à Lincoln Park, où il pourrait s'asseoir sur un banc surplombant le Puget Sound et parler sans s'inquiéter de la surveillance électronique. L'air d'automne était vif et pur, portant l'odeur salée de l'océan et le son lointain des cornes de ferry. « Raconte-moi tout, » dit Marcus, ouvrant sa maillette pour révéler des dossiers épais et du matériel informatique. Mia commença par sa première rencontre avec Tommy près du grillage de l'école, décrivant chaque rencontre ultérieure avec le détail précis de quelqu'un qui comprenait que chaque fait pouvait être important. Marcus écouta sans interruption, prenant occasionnellement des notes ou demandant des éclaircissements sur des conversations spécifiques. « Tommy est censé faire sa déclaration cet après-midi, » conclut Mia. Son papa le force à mentir sur ce qui s'est vraiment passé. Et s'il ne coopère pas, M. Blackstone a dit qu'il ferait du mal à moi et à ma maman. Marcus ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers Mia. Voici ce qui s'est vraiment passé la nuit où Tommy a été blessé. Les images de sécurité défilèrent en noir et blanc, montrant la rage ivre de Richard et son agression violente contre son propre enfant avec une clarté horrible. Mia regarda en silence, stupéfaite, son jeune esprit luttant pour traiter la cruauté délibérée capturée par la caméra impassible. « Vous avez la preuve, » murmura-t-elle. « J'ai des preuves, mais la preuve nécessite quelqu'un de disposé à la présenter à des autorités qui agiront en conséquence. Et c'est le problème depuis 2 ans. Richard Blackstone a trop d'amis haut placés. Mais si les gens voyaient cette vidéo, ils verraient ce que nous voulons qu'ils voient, mais Richard a des avocats qui pourraient arguer que les images ont été modifiées, que les horodatage ont été manipulés, que je suis un ancien employé mécontent cherchant à se venger. Sans preuve corroborante ou témoignage, cela seul pourrait ne pas suffire. » Mia resta silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant l'eau tandis que son esprit examinait les possibilités. Et si Tommy disait la vérité au lieu de mentir? Et s'il refusait de lire la déclaration de son papa? Alors Richard retirerait probablement la demande d'assurance et trouverait d'autres moyens de punir Tommy pour sa désobéissance. Le garçon serait toujours piégé dans une situation abusive, juste sans le fardeau supplémentaire de commettre un parjure. Mais si Tommy disait la vérité et que les gens voyaient votre vidéo en même temps, et s'il y avait beaucoup de gens qui regardaient, des gens qui ne pouvaient pas être effrayés ou achetés, Marcus se tourna pour étudier le visage de Mia, reconnaissant l'expression de quelqu'un qui développait un plan dangereux. « À quoi penses-tu? La déclaration de Tommy a lieu dans les bureaux d'avocats du centre-ville, n'est-ce pas? Dans une pièce avec des gens de l'assurance, des avocats et peut-être d'autres personnes importantes. Oui, mais ce ne sont pas le genre de personnes qui tiendront tête à Richard Blackstone. Ils font tous partie du même système qui protège les criminels riches et les journalistes.
Et les gens qui racontent des histoires à la télé et dans les journaux seraient-ils intéressés par une histoire sur un homme riche qui a blessé son propre petit garçon et a ensuite essayé de voler de l'argent en mentant à ce sujet? Marcus sentit une étincelle d'excitation alors qu'il commençait à comprendre la stratégie de Mia. Tu parles de rendre ça public, de forcer l'histoire à éclater au grand jour où elle ne pourra pas être étouffée. Ma maman regarde toujours les journalistes qui essaient d'aider les gens ordinaires quand des gens puissants leur font du mal. Il y a une dame sur la chaîne Sept qui fait des reportages sur les injustices qui arrivent aux familles. Voudrait-elle savoir pour Tommy? Jessica Rodriguez. Oui, elle a bâti sa carrière en exposant la corruption et les abus parmi l'élite de Seattle. Mais attirer l'attention des médias nécessite des preuves et des témoins. Et nous devrions toutes coordonner parfaitement. Mia se leva du banc, sa petite silhouette rayonnant de détermination. Alors nous ferions mieux de commencer à passer des appels. Tommy n'a plus beaucoup de temps et je ne laisserai pas son papa lui faire plus de mal. Alors que Marcus regardait cette fillette de 5 ans se préparer à affronter l'un des hommes les plus puissants de Seattle, il réalisa que parfois les personnes les plus improbables devenaient des héros simplement parce qu'elles refusaient d'accepter que l'injustice était inévitable. Les prochaines heures détermineraient si le courage et la vérité pouvaient triompher de l'argent et de l'influence, ou si Tommy Blackstone serait forcé de vivre le reste de sa vie, à la fois comme victime et complice des crimes de son père. À 13h45, Jessica Rodriguez et son équipe de tournage se positionnèrent de l'autre côté de la rue des bureaux d'avocats de Sterling, Whitman et Associés, où la déposition de Tommy devait avoir lieu. Marcus lui avait fourni des copies des images de sécurité, une documentation détaillée du comportement abusif de Richard Blackstone et une chronologie des événements qui dressait un tableau de maltraitance infantile systématique dissimulé par la richesse et l'influence. Soit ce sera l'histoire de l'année, soit nous sommes sur le point de nous faire poursuivre en justice jusqu'à la ruine, murmura Jessica à son caméraman alors qu'il vérifiait leur équipement une dernière fois. À l'intérieur de la salle de conférence du cabinet d'avocats, Tommy était assis entre son père et une équipe d'avocats coûteux. Ses petites mains étaient jointes sur ses genoux alors qu'il fixait la déclaration préparée. Les représentants de la compagnie d'assurance avaient déjà exprimé leur sympathie pour son tragique accident et leur empressement à résoudre l'affaire rapidement et équitablement. Maître Blackstone, dit doucement l'enquêteur principal de l'assurance, je sais que c'est difficile, mais nous avons juste besoin que vous nous disiez avec vos propres mots ce qui s'est passé la nuit où vous avez été blessé. Tommy regarda son père, qui hocha la tête de manière encourageante, tandis que ses yeux transmettaient une menace sans équivoque. Le garçon prit une profonde inspiration et commença à lire le script qu'il avait mémorisé. La nuit du 15 octobre, il y a 2 ans, je jouais dans notre maison quand j'ai décidé de monter à l'étage pour prendre un livre dans ma chambre. Les escaliers étaient en sommers et je courais parce que j'étais excité par l'histoire que je voulais lire. Mais même pendant que Tommy prononçait les mensonges répétés, son esprit était rempli d'images du visage déterminé de Mia, de sa conviction absolue que dire la vérité était plus important que d'éviter les conséquences. Elle avait risqué sa propre sécurité et les moyens de subsistance de sa mère pour l'aider, montrant plus de courage en 5 ans qu'il n'en avait réussi en 8. Et quand j'ai atteint la dernière marche, mon pied a glissé parce que le bois était inégal et mal construit. Je suis tombé en arrière, me cognant la tête et les jambes sur les bords tranchants des escaliers. À 3 pâtés de maison de là, Mia était assise dans le camion de Marcus, écoutant le trafic de la radio de la police et guettant tout signe que leur plan fonctionnait. Ils avaient appelé les services de protection de l'enfance, la division des crimes en col blanc du FBI et tous les médias de Seattle, fournissant des preuves et des coordonnées pour ce qu'ils promettaient être la révélation d'une fraude à l'assurance massive et de maltraitance infantile. Tommy, tu n'es pas obligé de continuer à mentir, se murmura Mia, souhaitant que son amie trouve le courage qu'elle savait qu'il possédait. De retour dans la salle de conférence, Tommy continua son faux témoignage, mais sa voix s'affaiblissait à chaque détail fabriqué. Les représentants de l'assurance hochaient la tête avec sympathie, clairement convaincus par l'histoire tragique d'un petit garçon victime de la négligence d'une entreprise. Et c'est pourquoi je ne peux plus marcher normalement. Parce que les constructeurs n'ont pas rendu les escaliers sûrs comme ils étaient censés le faire, conclut Tommy, sa voix à peine audible.
Merci pour votre courage en partageant cette expérience douloureuse, dit l'enquêteur. Sur la base de votre témoignage et des dossiers médicaux, nous sommes prêts à approuver un règlement d'un montant de... Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les mots sortirent si doucement que tout le monde dans la pièce dut tendre l'oreille pour les entendre. Le visage de Richard devint blanc, puis rouge, alors qu'il réalisait ce que son fils venait de dire. « Pardon, mon garçon, pourrais-tu répéter ça ?» demanda gentiment l'enquêteur. Tommy regarda directement son père, voyant la rage meurtrière monter derrière la façade soigneusement contrôlée de l'homme. Mais au lieu de la terreur familière, Tommy sentit quelque chose de nouveau. Une force empruntée à une petite fille qui croyait que la vérité était plus puissante que la peur. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Tommy plus fort, sa voix se renforçant à chaque mot. « Je ne suis pas tombé dans les escaliers parce qu'ils étaient mal construits. Je suis tombé parce que mon papa m'a poussé. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Richard commença à parler, mais Tommy continua, les mots se déversant comme de l'eau à travers un barrage brisé. « J'ai cassé son trophée de golf par accident, et il s'est mis très en colère et m'a jeté dans les escaliers. Les escaliers allaient bien. Je les avais montés et descendus des centaines de fois. Mais il m'a fait de mal exprès, et puis il a fait croire à tout le monde que c'était un accident. »« Tommy, » dit Richard d'une voix menaçante, « tu es confus. La blessure à la tête. Je ne suis plus confus, » dit Tommy se tournant pour faire face aux enquêteurs de l'assurance. « Mon papa me fait répéter des mensonges pour vous depuis des semaines. Il a dit que si je ne vous disais pas que c'était de la faute des constructeurs, il ferait du mal à mon ami Mia et à sa maman. Mais Mia m'a dit que dire la vérité est plus important que d'avoir peur. » La salle de conférence éclata dans le chaos. Les avocats de Richard demandèrent immédiatement une suspension, exigeant du temps pour consulter leurs clients. Les enquêteurs de l'assurance commencèrent à demander des éclaircissements sur le nouveau témoignage de Tommy. La sécurité fut appelée pour maintenir l'ordre. « Ceci est suspendu en attendant une enquête plus approfondie », annonça l'enquêteur principal. « Maître Blackstone devra être interrogé par les services de protection de l'enfance avant que nous puissions continuer. » Alors que la pièce se vidait, Richard se pencha près de son fils, sa voix à peine audible, mais remplie de venin. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, garçon. Aucune idée du tout. » Mais Tommy, pour la première fois de sa vie, n'avait pas peur des menaces de son père. Il avait trouvé quelque chose de plus puissant que la peur, la certitude qu'il n'était plus seul. 3 jours plus tard, après que des enquêtes formelles menées par les services de protection de l'enfance et le bureau du procureur aient corroboré le témoignage de Tommy avec les images de sécurité de Marcus, Richard Blackstone fut arrêté à son siège social devant des dizaines d'employés et de caméras de télévision. Tommy fut immédiatement placé en garde à vue pendant que les services de protection de l'enfance commençaient le processus de lui trouver un foyer sûr et permanent. La compagnie d'assurance non seulement rejeta la demande frauduleuse, mais lança sa propre enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Richard. 2 mois plus tard, après de longues procédures judiciaires et des évaluations psychologiques, Mia rendit visite à Tommy dans sa nouvelle famille d'accueil. Un foyer chaleureux et aimant où les enfants étaient appréciés pour ce qu'ils étaient plutôt que pour ce qu'ils pouvaient apporter. Tommy utilisait toujours ses béquilles et le ferait probablement toujours, mais ses yeux verts avaient perdu leur terreur constante et commençaient à montrer des aperçus de l'enfant heureux qu'il aurait pu être. « Tu avais raison, » dit Tommy à Mia, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de la famille d'accueil, regardant d'autres enfants jouer. « La vérité est vraiment plus forte que l'argent. Ma maman dit que de bonnes choses arrivent quand des gens courageux décident de faire ce qui est juste, » répondit Mia en serrant M. Patchen. « Et tu as été la personne la plus courageuse de toutes parce que tu as dit la vérité même quand tu avais peur. » Tommy sourit, l'expression transformant tout son visage. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as montré qu'être pauvre ne signifie pas être impuissant et qu'être riche ne signifie pas avoir raison. » Dans les semaines et les mois qui suivirent, la condamnation de Richard Blackstone devint une affaire historique pour la poursuite des abuseurs riches qui avaient été auparavant protégés par leur statut et leurs ressources. Marcus Thompson reçut une reconnaissance pour sa collecte patiente de preuves et son courage à se manifester enfin. Lynch trouva un nouvel emploi dans une entreprise qui appréciait son intégrité et son éthique de travail.
Mais peut-être plus important encore, Tommy Blackstone apprit que la famille n'est pas définie par le sang ou l'argent, mais par les personnes qui choisissent de vous aimer et de vous protéger. Et Mia Chen découvrit que parfois les plus petites voix peuvent parler les vérités les plus fortes, surtout quand elles refusent d'être réduites au silence par la peur. L'amitié qui avait commencé de part et d'autre d'un grillage s'était transformée en quelque chose d'assez puissant pour renverser un empire bâti sur la cruauté et les mensonges. Et dans un monde où l'argent semblait souvent plus important que la moralité, deux enfants avaient prouvé que le courage et la compassion pouvaient encore tout changer.